pour des espaces de questions, de discussion et cliquez sur l'option Q et A, donc questions-réponses en bas de votre écran également. Et on vous répondra soit que vous preniez la parole verbalement, soit que vous posiez votre question dans le chat. Et je pense que nous sommes prêts pour commencer. Alors, l'objectif de cette série de formations, c'est d'aider les participants à connaître les ressources pour renforcer l'analyse de l'utilisation des données de routine pour ce que l'on appelle la SMNIA, santé maternelle, néonatale, infantile des adolescents. Et dans le cas de votre pays, l'utilisation de ces données est très importante pour la prise de décision et afin d'identifier les programmes, les rectifications des programmes et prendre les décisions sur l'allocation des ressources. Pour renforcer cette analyse des données des programmes SMNIA, nous avons des guides et des documents d'orientation qui peuvent être utilisés dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de webinaires comme celui-ci. Ces documents d'orientation comprennent des indicateurs de suivi de la SMNIA et d'autres outils. Ce document explique également les types d'analyses qui peuvent être faits sur la base de ces indicateurs et d'autres considérations pour les gestionnaires de programmes, pour la mise en place de programmes ou leur suivi. Donc, il s'agit aussi d'une adaptation de ce document cadre de l'OMS. Nous verrons en détail les composantes de ce document et vous aurez bien sûr tous les liens possibles pour accéder à ce document cadre. Il y a également des liens dans les diapos que vous pouvez visiter ou consulter. Et durant cette séance, nous aurons également le plaisir d'écouter des exemples pratiques, des expériences sur ce qui est fait dans certains pays pour mettre en pratique ces documents d'analyse, collecte-analyse des données. Nous avons prévu une structure similaire pour chacune des séances. Donc, d'abord, introduire les concepts clés liés à l'analyse et à l'utilisation des données de routine. Ensuite, comme je l'ai dit, nous aurons des présentations des équipes sur la façon dont ces concepts sont mis en pratique. Et finalement, au cours de chaque séance, on mettra en évidence les outils, les ressources, le soutien des activités d'assistance technique et d'autres. Donc, voilà les dates qui s'affichent. C'est la première aujourd'hui, qui est donc une introduction aux données des établissements de santé. On verra les différents types de données, les ressources, les sources, et on parlera également des indicateurs des programmes SMNIA. Et voici les sujets des autres séances. Au 13 août, on parlera de la qualité des données. Donc, elle aura lieu mardi 13 juillet. La troisième séance, le 5 septembre, on parlera de la triangulation et de l'analyse des données. Ensuite, la quatrième, le 12 septembre, sur l'interprétation des données, leur utilisation pour la prise de décision. Et finalement, la dernière séance sera le 26 septembre et ce sera une séance plus courte sur la visualisation des données. Diapo suivante. Aujourd'hui, les intervenants, à part moi-même, nous avons Barbara Rawlings, conseillère principale en recherche sur la mise en œuvre du bureau USAID pour la santé mondiale, et Dr Zakou Yahaya, gestionnaire du programme Momentum MIHR, programme intégré. Je sais qu'on a beaucoup de participants aujourd'hui qui sont en dehors ou qui proviennent d'un cadre externe à Momentum, donc voyons un petit peu la structure. Aujourd'hui, nous avons donc un webinaire géré par le programme Accélérateur.
Nous avons également des missions en Inde, au Malawi et dans d'autres pays. Donc, c'est le programme phare de l'USAID qui travaille avec les gouvernements, les ONG et d'autres parties prenantes pour améliorer la santé maternelle, néonatale, infantile, adolescente, la nutrition, la planification, la planning familial et la santé reproductive. Donc, nous voulons renforcer les capacités des parties prenantes locales pour pouvoir accroître et soutenir les interventions dans plus de 40 pays dans le monde. Vous trouverez plus d'informations sur le projet Momentum sur la page web. Diapo suivante. Alors, je vais maintenant passer la parole à Barbara qui va nous parler de la pertinence de la boîte à outils du Momentum et de l'USAID. Barbara, vous avez la parole. Merci, Zach. Alors, le guide de l'OMS que nous utilisons dans le cadre de ces séminaires nous permettent de répondre à certaines lacunes. D'abord, il y a une absence de consensus sur les indicateurs de routine prioritaires en matière de santé maternelle et infantile pour surveiller les systèmes nationaux d'information de santé. Et nous voulons aussi améliorer les compétences en la matière des utilisateurs à différents niveaux, et notamment ce qui concerne l'analyse, la visualisation, l'interprétation et l'utilisation des données. Et ces ressources nous aident à combler ces vides et parce qu'elles contiennent toute une série de recommandations et d'indicateurs pour leur analyse et d'autres supports. Donc, c'est donc une ressource utile pour différents exercices. Donc, nous avons différentes données qui sont tout à fait importantes à analyser pour accélérer le progrès vers une meilleure santé maternelle et infantile. Donc, sur ce, je vais repasser la parole à Zach pour démarrer la séance. Merci, Barbara. Alors, les objectifs de la séance, aujourd'hui, nous vous fournirons des orientations sur les directives de l'OMS, les ressources et aussi une introduction sur les indicateurs SMNIA en utilisant les données de routine des établissements de santé. Ensuite, on présentera des exemples concrets de la façon dont les collègues du projet Momentum Integrated Health Resilience, MIHR, travaillent. Donc, on verra comment ils travaillent avec les ministères de la Santé, par exemple au Niger, pour promouvoir l'inclusion des indicateurs dans ces systèmes d'information de routine. Et on présentera aussi différents outils. Alors, quand on parle de différents types de données, il y a deux grandes catégories. Les catégories de routine et celles qui ne sont pas routinières. Il y a différentes sources pour les données routinières, par exemple HMIS, le système d'information de gestion de la santé, également les données sur les stocks de produits avec les systèmes d'information de la gestion logistique, LMIS, les données de surveillance, les données communautaires, l'enregistrement des actes d'état civil, qui sont également des données routinières, et finalement des données administratives sur les ressources humaines, les financements et les dépenses de santé. Les données non routinières concernent l'évaluation que font les établissements de santé, par exemple l'évaluation des prestations de services, les enquêtes auprès de la population et également des estimations modélisées sur la mortalité infantile, par exemple, les naissances prématurées ou autres. Et toutes ces informations ensemble alimente le système sanitaire, le système d'information sanitaire. Les différentes sources et types d'informations et de données servent différents objectifs.
et ont bien sûr leurs propres limitations. Le document de guide de l'OMS, qui nous sert de fil conducteur, nous donne des indications sur les données de routine qui rendent compte des services qui sont fournis dans les cliniques, les hôpitaux ou les autres points de prestation de santé selon différentes périodicités. Donc, cela permet de faire l'enregistrement, le rapport, l'analyse, la présentation de façon régulière des données de ces établissements et ce que l'on appelle régulièrement le RHIS, Système d'information sanitaire de routine. Il permet d'avoir une image de la prestation des services et aussi la satisfaction des patients. Ces données sont relevées au niveau des établissements individuellement et au niveau géographique. Donc, cela a différents utilisateurs, des directeurs d'hôpitaux, les agences qui surveillent les maladies, les épidémies, etc. Les données rapportées par le biais de l'RHIS le point particulier, c'est que donc il s'agit de disons de compte rendu régulier, mensuel, trimestriel ou annuel. Il peut s'agir de données manuelles, de données électroniques, mais surtout dans les rapports mensuels, ils sont saisis dans le système en ligne, les systèmes électroniques. Et cela se fait au niveau des établissements ou des districts ou départements. Tous ces données sont intégrées dans un système centralisateur et dans d'autres pays, il y a différents systèmes. Donc, la configuration du RHIS peut être différente selon les pays. Les avantages de ces données RHIS, c'est qu'elles sont collectées de façon continue et que donc, elles nous donnent des informations à jour sur les services, sur les populations qui utilisent ces services et cela permet également d'identifier les problèmes et aussi aux gestionnaires de prendre les mesures rectificatives. Elles permettent aussi de faire des comparaisons au niveau des établissements, des districts. Et donc, les programmes également peuvent être beaucoup plus spécialisés sur le plan géographique. Ils nous permettent aussi de calculer des indicateurs, comme je l'ai déjà dit, par exemple, avec des dénominateurs communs. En ce qui concerne les limites, ces données sont souvent limitées aux interventions. Donc, on ne connaît pas le cas des populations qui n'ont pas accès à ces établissements. Par exemple, dans le secteur privé, il est difficile aussi de comprendre la demande d'utilisation des services, les connaissances, les attitudes et les comportements. Et finalement, le problème de la qualité. Il peut y avoir un sous-comptage, un surcomptage. Et cela est dû à l'absence de certaines données, des erreurs de saisie ou autres. Donc, on verra ces aspects de qualité des données lors de la deuxième séance de cette série de webinaires. Donc, plus health sector reviews and program planning. Et la planification des programmes dans le secteur de la santé. Ils constituent la base des rapports nationaux de statistiques sanitaires et sont utilisés aussi pour évaluer les programmes de santé à tous les niveaux du système de santé. Elles peuvent également être utilisées pour mesurer les niveaux, étudier les tendances, évaluer les inégalités entre les populations en utilisant une série d'indicateurs liés à la population. On peut aussi les utiliser comme des points d'entrée pour la modélisation, outre le point précédent de couverture de la population. Donc, nous voulons que tout le monde comprenne bien
qu'on soit tous sur la même ligne. Donc, on a préparé ces orientations concernant la ligne directrice de l'OMS et nous allons en parler plus spécifiquement ainsi que des ressources complémentaires. Donc, l'objectif de l'analyse et de l'utilisation des données des établissements de santé pour la SMNIA, c'est d'aider les responsables de programme depuis novembre 2023. Donc, nous avons moins d'un an d'application. Donc, on veut que les gestionnaires de programme comprennent le catalogue d'indicateurs qui peuvent être collectés, rapportés par le biais du RHIS. Il y a également des indications pour l'analyse de ces indicateurs et l'interprétation pour la prise de décision. Donc, le public ou les destinataires sont bien sûr les ministères de la Santé, les équipes qui travaillent à la mise en œuvre des programmes ou l'évaluation, également les partenaires qui appuient ces types de programmes SNMINIA ou leur renforcement. Je vais m'arrêter quelques minutes maintenant. Nous avons un premier petit sondage. Nous voulons savoir si avant ce webinaire, vous connaissiez ce document d'orientation de l'OMS, oui ou non. Donc, applicable à la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, oui ou non? Merci. On a déjà beaucoup de réponses. Il semblerait que 3/4 de notre public ne connaissait pas cette ressource, ce document, et à peu près 1/4 qui la connaissait. Parfait, c'est donc intéressant et c'est très bien de savoir que cette séance vous est utile. Donc, et en particulier pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas et pour ceux qui la connaissent, nous entrerons un peu plus dans le détail, espérons-le. Diapo suivante. Alors, en dépit de l'importance des données de routine et des investissements, il y a beaucoup de pays où il y a des difficultés liées à ces données RHIS. Alors, problème de mesure, de désagrégation des données, manque de standardisation également. Il y a également une fragmentation, une duplication des systèmes de données qui affectent l'interopérabilité ou la qualité dans l'ensemble. Il y a aussi un manque de confiance parfois dans ces données et aussi le problème de l'absence de compétences pour pouvoir analyser ou interpréter ces données. Donc, pour répondre à toutes ces lacunes, l'OMS a mis en place une boîte à outils de consolidation des données de routine qui permet donc de standardiser, d'intégrer et d'avoir une approche focalisée. Donc, on va focaliser l'analyse sur un ensemble limité d'indicateurs standardisés en utilisant l'analyse, la visualisation sur un dashboard, sur un tableau de bord et aux fins d'interprétation. Le guide d'analyse, en particulier, n'est qu'une composante de ce grand ensemble qu'on appelle le toolkit, la boîte à outils de l'OMS. Diapo suivante. Alors, ce document développé par l'OMS est important pour fournir des normes de mesure fondées sur données probantes. L'OMS reconnaît aussi qu'il ne suffit pas à créer une culture d'utilisation des données. Donc, pour améliorer la qualité et l'utilisation des données pour la prise de décision, l'OMS a mis en place d'autres types de documents. Vous pouvez y accéder via le lien qui vous a été communiqué. Vous pouvez les utiliser dans tous vos travaux
Vous avez le catalogue des indicateurs, le manuel d'exercice et le guide de l'animateur. Donc, vous avez le catalogue des indicateurs de séminaire du document d'orientation et nous avons aussi un document de renforcement des capacités pour interpréter et mieux utiliser les données de la prise de décision, ce que je viens déjà d'expliquer. Il y a 7 modules de présentation avec des exercices et également comment vous pouvez les utiliser dans le cadre d'ateliers. Et vous avez des explications sur les concepts et bien sûr ce guide de l'animateur que je viens de mentionner. En ce qui concerne les documents pour le renforcement des capacités, nous avons en cours un processus d'adaptation de ce matériel avec un cours en ligne qui sera disponible en 2025 par le biais de l'OMS Academy. Ensuite, nous aurons un cours pour voir les concepts généraux, les concepts clés et de formation sur les indicateurs SMIA. Donc, restez attentifs. Nous vous continuerons de vous informer sur la mise à disposition de ces ressources très utiles. Diapo suivante. Donc, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va regarder le premier outil, le matériel, qui va couvrir les types et sources de données et également les indicateurs de données de routine des établissements de santé pour la SMNIA. Maintenant, nous allons donc regarder un peu plus en profondeur le premier système d'information, les types et sources de données. La première présentation dans ce document se lie aux concepts fondamentaux en couvrant les types sources de données sur la santé et également les différences entre les données de routine et non routinières. Et comme je l'ai mentionné, les avantages et les inconvénients ou les limites. Donc, les 3 premiers points sont des points que nous venons de couvrir juste à l'instant. Donc, je me suis déjà étendue là-dessus. Et donc, nous allons aborder les 2 derniers points de cette diapo, c'est-à-dire les types d'outils, de formulaires de collecte de communication des données et la présentation des données brutes. Diapo suivante. Donc, plus tard, vous verrez des diapos sur l'objectif de la collecte et rapportage des données de routine avec des infographies qui illustrent la façon dont les données sont collectées, agrégées, donc au niveau des établissements et au niveau supérieur, au niveau départemental et au niveau infranational et national. Diapo suivante. Il y a également des diapos qui nous donnent des illustrations sur les flux de données dans le RHIS. Donc, comment tout cela est enregistré dans les dossiers médicaux, comment ils sont agrégés et saisis dans le RHIS aux fins de rapport. Diapo suivante. Alors, au fur et à mesure que les personnels soignants et de santé travaillent, ils peuvent utiliser ces outils, ces formulaires de collecte et d'enregistrement des données de routine. Donc, on peut les enregistrer, par exemple, dans un dossier médical individuel, sur des graphiques comme celui-ci, ou bien sur des fiches de pointage ou des carnets, des registres de tout type avec différentes, disons, colonnes et types de données. Diapo suivante. La sélection des données qui sont enregistrées, c'est-à-dire l'extraction des données, est également une étape importante
Tout cela donc doit être extrait, consolidé pour constituer des rapports mensuels ou à une autre périodicité. Donc, on a des résumés qui sont dressés sous forme de tableaux avec des graphiques, des tableaux de bord et des tableaux d'information au niveau communautaire. Donc, il faut agréger les données de façon hebdomadaire chaque semaine. Et ça peut être fait également mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. C'est au choix, mais plus la fréquence est élevée et plus les données seront, disons, fiables. Alors, les éléments de données doivent être utilisés sous un format et organisés sous un format utile pour qu'elles puissent être bien utilisées et suivies. Les éléments qu'on obtient sont ensuite analysés. Donc, dans le premier encadré, on comprend ce que sont les éléments de données et les données. Les éléments sont un espèce d'épisode, événement qui est enregistré. Les données sont l'agrégation de tous ces épisodes sous forme de chiffres, de caractères, d'images. Ensuite, les informations, ce qui nous donne des connaissances. Autre ressource pour les parties prenantes et mieux comprendre le RHIS, c'est de mesurer toutes ces données et nous avons ces ressources qui ont été développées il y a quelques années et qui sont à votre disposition. C'est un paquet de ressources avec 10 modules de formation, des activités pratiques et nous avons un lien vers ces ressources dans les autres diapos. Diapo suivante. Et maintenant, nous allons regarder un petit peu plus en détail la deuxième présentation. Donc, dans cette présentation numéro 2, nous allons parler du catalogue des indicateurs de l'OMS, de la SMNIA. Il y a un modèle qui est proposé, qui permet de faire des comparaisons par rapport à les autres informations qui sont collectées. Donc, vous allez voir comment on va ajouter différents indicateurs à votre système de routine, ce qui est faisable ou pas. Diapo suivante. Et nous avons 4 catégories SMNIA. D'abord, le contact avec les établissements de santé dans l'ensemble de secteur SMNIA. Ensuite, cela couvre le contenu des soins pendant les périodes prénatales, d'accouchement et postnatales. Ensuite, le troisième groupe d'indicateurs touche aux interventions spécifiques pendant l'enfance et l'adolescence. Et le dernier groupe d'indicateurs touche à la mortalité et mortinatalité. Donc, chaque indicateur, il y a un dénominateur et une proposition de désagrégation pour chaque indicateur. Les indicateurs proposés ici sont alignés sur les indicateurs d'autres modules de l'OMS et d'autres boîtes à outils. Donc, vous pouvez en voir quelques exemples ici, par exemple, sur le VIH, la paludisme, la tuberculose et l'hépatite. Diapo suivante. Les principes directeurs des indicateurs SMNIA incluent le fait qu'ils doivent s'appliquer aux femmes, aux nouveau-nés, aux enfants, aux adolescents qui se font soigner dans les établissements de santé publics en particulier. Donc, les indicateurs s'appliquent aux femmes et selon les interventions. Ils sont pertinents à tous les niveaux des systèmes de santé et ils sont basés sur des données agrégées provenant des établissements. Diapo suivante. Les principes directeurs, il y a des dénominateurs qui sont recommandés pour les indicateurs. Ils sont basés sur les établissements. Tous ne sont pas forcément pertinents pour certains contextes.
Et pour d'autres, si selon les contextes, il peut y avoir des mises à jour pour que les données puissent être collectées. Donc, en utilisant ces principes directeurs, et le catalogue contient 31 indicateurs qui peuvent être rapportés par le RHIS selon les contextes. Et il y a également un sous-ensemble minimum de 15 indicateurs clés disponibles. Critères pour la sélection de ce sous-ensemble sont, par exemple, qu'il faut que ces indicateurs représentent des activités de tout le continuum de la sémenia et pour pouvoir prendre des mesures sur la base de ces indicateurs et s'assurer que tout cela est bien collecté et comme il se doit. Vous voyez ici des exemples de ces sous-indicateurs, des 15 dont je viens de parler, le sous-ensemble qui est un sous-ensemble minimal. Contact pour les soins, couverture de thérapie antirétrovirale, naissance en établissement de soins, césarienne, insuffisance pondérale à la naissance, initiation précoce à l'allaitement, soins postnatales, soins postnatales des nouveau-nés, vaccination contre la diphtérie, l'antitétanie, coqueluche, et les 3 doses, suivi de la croissance, statut anthropométrique des enfants, etc. Il n'y a pas le temps aujourd'hui, bien sûr, de rentrer dans tous ces détails, mais je vous recommande bien entendu de regarder de plus près toutes ces informations par le biais du guide. Diapo suivante. Autre ressource et le cadre de suivi, évaluation et d'apprentissage de Momentum. Il est disponible sur le site et on vous indiquera comment y accéder. Il décrit les périodes de changement, l'agenda d'apprentissage, ainsi que la façon de le disséminer. Il y a également un annexe qui est prévu avec des indicateurs proprement adaptés qui sont reliés à ce catalogue. Ce document est une ressource excellente pour Momentum, pour les partenaires ou non de Momentum, donc nous vous invitons à le consulter. Présentation numéro 2, ça va conclure avec les indicateurs des directives de l'OMS pour les systèmes internationaux. Ça va commencer avec comparer les indicateurs des directives et le comparer avec dans le système national. Notez que tous les indicateurs similaires ou indirects actuellement rapportés par le BS du SISR national. Après ça, vous avez besoin d'examiner les formulaires de collecte et de rapport des données et ces éléments de données sont saisis. La troisième étape, c'est de évaluer quel indicateur pourrait ou devrait être ajouté au SISR. Comme j'ai mentionné, il y a une fiche Excel et vous pouvez faire cette sorte d'exercice. Prochaine diapositive. Si l'indicateur n'est pas, après avoir fait l'exercice, s'il y a un indicateur qui n'est pas actuellement rapporté dans le SISR national, mais que les éléments de données pour les calculer sont rapportés, vous avez besoin de demander quand est-ce que les indicateurs du SISR sera mis à jour et demander à ce moment-là de les ajouter.
Et si ce n'est pas là, vous avez besoin de leur demander s'ils peuvent être agrégés à SISR actuel. Et si les éléments de données ne sont pas saisis dans les outils de collecte existants, vous avez besoin de déterminer quand les registres des établissements seront mis à jour et discuter avec les bureaux responsables de la manière d'ajouter ces éléments aux outils pour éventuels rapports pour le biais du SISR. Et tout cela, c'est simplification des indicateurs, le processus d'intégration. Maintenant, on va écouter par rapport au projet de MIHR. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Mais maintenant, avant de passer la parole à Dr. Zakou, nous allons prendre une petite pause pour voir si vous avez des questions. Merci, Zach. Il y a quelques questions dans les questions et réponses. Nous avons répondu déjà par mes textes, mais quelqu'un a demandé s'il y a des pays de meilleures pratiques en Asie de momentum de l'OMS qui implémente MNCAH avec les outils de l'OMS et de RHIS. Les illuminations de routine, le projet Momentum va présenter dans la prochaine séance réunion. Ça va être par rapport aux expériences de la qualité des données. Je ne sais pas s'ils ont déjà comment ils ont utilisé le kit d'outils, mais ils vont en parler de cela. Je vois qu'il y a une question. Comment est-ce que les catalogues contribuent à la qualité de soins de santé? J'étais en train d'écrire. Selon moi, les catalogues a des indicateurs de contenu de soins de santé à travers qui ont besoin d'être implémentés avec une bonne qualité pour réduire le taux de mortalité à travers le spectre. Alors, il y avait des indicateurs possibles. Comment faire un suivi avec ces interventions? Merci. Merci, Barbara. Je vois qu'il y a des autres questions, mais on a besoin de suivre l'horaire. Alors, nous allons répondre aux questions plus tard. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, je vais passer la parole à Dr. Zakou Yahara. Il va parler par rapport à la stratégie du MIHR pour la distribution anticipée de misoprostol pour la prévention de l'hémorragie de postpartum. Je voulais vous dire si vous êtes en train d'écouter, nous allons changer de langue. Alors, si vous êtes dans la salle d'anglais principal, si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur la boîte et choisir le channel anglais. Je vais passer la parole à Dr. Zakou. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc la stratégie du Momentum Integrated Health Resilience pour la distribution anticipée du misoprostol pour la prévention de l'hémorragie du postpartum et l'opportunité que nous avons
d'entamer le processus d'intégration des indicateurs des utérotoniques, en particulier le misoprostol dans le système national d'information sanitaire. Donc, je suis Dr Zakou, Senior Program Manager pour USAID Momentum Integrated Health Resilience. Next diapo, please. Donc, nous allons suivre le plan suivant une introduction, parler des interventions, donc des activités mises en œuvre par MHR dans le cadre de cette activité et les résultats et les leçons apprises et parler des défis et l'approche qui a été utilisée pour le plaidoyer en cours dans le cadre de l'introduction donc de ces données dans le DHS2. Next. Nous allons parler donc du contexte de façon générale. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé sur l'utilisation des utérotoniques, qui est un médicament essentiel utilisé pour la prévention donc de l'hémorragie du postpartum. Bien sûr qu'il est utilisé pour d'autres aspects, avec d'autres vertus, mais dans ce cadre, nous allons nous focaliser sur son rôle dans la prévention de l'hémorragie du postpartum. Donc, l'utilisation du misoprostol par voie orale est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé dans les établissements de santé afin donc de prévenir l'hémorragie du postpartum où l'ocytocine n'est pas disponible. Donc, de façon générale, l'ocytocine est recommandée comme premier choix. Mais dans les formations sanitaires où l'ocytocine n'est pas disponible, on peut utiliser donc le misoprostol dans le cadre de prévention de l'hémorragie du postpartum. Le misoprostol peut être utilisé par les agents de santé au niveau périphérique et les agents de santé non professionnels pour prévenir l'hémorragie du postpartum dans le contexte où le personnel de santé qualifié n'est pas disponible au cours de l'accouchement pour administrer les utérotoniques injectables. Il y a plusieurs défis de façon globale qui ressortent de cette distribution anticipée du misoprostol pour l'accouchement à domicile, notamment l'abus d'usage des médicaments ou la prise prématurée de ce produit dans ce cadre, ou l'utilisation pour provoquer un avortement, et également le manque de capacité à diagnostiquer une grossesse multiple, puisque l'usage doit être fait après donc la sortie donc du ou des fœtus. Et le misoprostol n'est pas enregistré par certains pays pour l'utilisation à domicile. Et il y a un manque de directives et de formation pour les personnels de santé et parfois une connaissance limitée des agents de santé au niveau communautaire concernant le misoprostol, son importance et également son usage. Next, please. Donc, par rapport au contexte du Niger, il faut noter que l'accouchement à domicile constitue une part importante de part des accouchements au niveau du pays. Donc, ça représente 63% donc, des femmes en âge de procréer qui accouchent à domicile sans l'assistance du personnel qualifié, et seulement 32% des femmes enceintes effectuent au moins 4 visites prénatales. Donc, l'hémorragie du postpartum constitue une cause importante, jusqu'à près de 7% du taux de décès maternels qui sont enregistrés à travers le pays. Donc, selon les données de l'annuaire statistique 2022. Diapo. Next, please. Donc, il y a plusieurs éléments qui entourent donc la distribution et l'utilisation du misoprostol dans le contexte du Niger, notamment les rumeurs et des informations incomplètes sur l'utilisation appropriée donc du médicament. Les mères peuvent confondre donc le misoprostol et la sulfadoxine pyrimétamine qui est utilisée dans le cadre de prévention donc du paludisme. Les aides-soignants doutent de la capacité donc les agents de santé des patients à garder le médicament en sécurité et à l'administrer au bon moment. Et également, l'approvisionnement ne semble pas être un problème, bien que cela dépende de beaucoup des donateurs. Donc, nous allons trouver donc l'expérience
qui a prouvé que cette disponibilité qui était accrue et qui était présente au début a constitué par la suite a rencontré un véritable problème de disponibilité et de livraison au niveau des formations sanitaires et au niveau national. Donc, les normes religieuses, culturelles et sociales contribuent de manière significative à l'utilisation de ces produits et au niveau périphérique, mais également la situation pourrait être aggravée par la situation actuelle du pays, donc avec les crises du 26 juillet et 2023, avec l'avènement du pays, notamment le coup d'État. L'USAID Momentum Integrated Health Resilience a soutenu la direction de la santé de la mère et de l'enfant pour former les agents de santé et les parties prenantes et plaidoyer pour la reprise de la distribution du misoprostol afin de promouvoir, de pouvoir être utilisé et à domicile, donc en cas d'accouchement assisté par un personnel de santé non qualifié. Next slide, please. Next slide, please. Donc, quelles sont les interventions de MIR? Nous avons donc, à travers les différents districts, les 4 districts d'intervention, entamé un processus d'abord d'adaptation des outils de formation avec le ministère de la Santé via la direction de la santé de la mère et de l'enfant et l'identification des sites de formation où nous avons donc formé 92 professionnels de santé dans les 2 régions qui couvrent les 4 districts d'intervention de MIR dans 71 formations sanitaires. Nous avons organisé donc dans chaque district sanitaire une formation animée par la direction de la santé de la mère et de l'enfant avec l'équipe de Momentum Integrated Health Resilience, mais également les équipes techniques au niveau opérationnel, c'est-à-dire l'équipe cadre de district et la direction régionale et les directions régionales de santé et de la santé publique de la population et des affaires sociales de Dosso et de Tawa selon les districts d'intervention. Former les prestataires de soins à organiser des sessions de sensibilisation continue au niveau des formations sanitaires pour les femmes qui arrivent au niveau des formations sanitaires pour les consultations prénatales, en particulier pendant la CPN 4 ou la CPN pendant le troisième trimestre. Et la collecte continue des données au niveau des formations sanitaires il faut le dire qu'il n'y a qu'une partie des formations, des données qui sont captées par les registres, notamment à la distribution, mais également il y avait un cahier parallèle qui consistait à collecter les informations complémentaires, les indicateurs complémentaires. Ici, nous avons donc une formation donc des professionnels de santé sur la distribution anticipée du misoprostol qui a eu lieu à Dosso. Next diapo, please. Et les agents commencés aussitôt après la formation ont établi au niveau des formations sanitaires un plan de distribution du misoprostol qui intègre non seulement la sensibilisation, l'orientation du personnel de santé qui n'a pas pu bénéficier de formation au cours des orientations faites avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, mais également une distribution continue sur la base de leur planification et des activités et de consultation prénatale, en particulier pour les femmes qui arrivent au niveau des CPN au dernier trimestre. Et bien sûr, la mise en place des outils de collecte qui intègrent non seulement les données qui sont déjà pré-collectées à travers donc le registre, mais également un cahier parallèle qui consistait donc à enregistrer toutes les femmes qui ramènent le misoprostol après l'accouchement ou celles qui accouchent au niveau des formations sanitaires et qui viennent avec le misoprostol. Et le soutien à la mise en œuvre des plans de distribution par le CSI à travers donc la supervision et le suivi continu et par l'équipe cadre de district sanitaire. Et donc, après ces 4 formations sanitaires, nous avons engagé donc un processus pour la formation qui est un peu plus récente de 24 agents de santé dans le district sanitaire de Tibiri qui n'ont pas encore commencé la distribution. Nous allons voir un peu plus tard pourquoi. Et ça, c'est l'exemple donc d'une formation pour le district sanitaire de Tawa sur l'utilisation anticipée du misoprostol pour les agents de santé.
Next diapo, please. Donc, nous avons soutenu la création de demandes au niveau des formations sanitaires et au niveau communautaire et la mise en place des plans d'action communautaires, surtout avec des sensibilisations continues sur cette possibilité et cette, en particulier pour les femmes qui accouchent à domicile et le danger que constitue l'hémorragie du postpartum tout en expliquant à la communauté que le meilleur endroit pour accoucher est la formation sanitaire. Mais s'il arrive pour une raison ou pour une autre qu'il y ait accouchement en dehors de la formation sanitaire ou en dehors de la présence d'un personnel de santé qualifié, voilà le produit qu'il faudra utiliser et seulement après la sortie des fœtus. La mobilisation et la formation des agents communautaires sur la sensibilisation de pair à pair des agents de santé communautaire et l'intégration donc des lead majeurs sur la sensibilisation à l'utilisation du misoprostol. Il faut peut-être recadrer en expliquant que au Niger, la distribution ne se fait qu'au niveau des formations sanitaires. C'est seulement les agents de santé qui ont pour le moment le droit de distribuer le misoprostol. Et la sensibilisation peut être faite en relais par les agents de santé communautaire et les relais communautaires. Donc, jusque-là, la distribution est faite au niveau des formations sanitaires au cours de CPN au dernier trimestre, avec bien sûr la sensibilisation qui continue et qui peut être faite par les relais communautaires. Cela aidera la communauté et les femmes enceintes à connaître l'importance du misoprostol, à savoir quand et où se procurer, mais également comment utiliser le misoprostol en cas d'accouchement à domicile. Diapo. Donc, nous allons voir quelles sont les leçons apprises et les résultats donc, et les leçons apprises qui sont tirées de cette expérience. Diapo. Donc, au cours du processus qui avait commencé en 2023, nous avons enregistré un peu plus de 12 000 femmes enceintes qui ont bénéficié de sensibilisation dans les différents districts par rapport à l'utilisation du misoprostol. Et un peu moins de 4 000 femmes enceintes ont reçu le misoprostol. Et par rapport à la réception et l'utilisation, nous remarquons que parmi les femmes qui ont reçu le misoprostol, 1800, donc un peu moins de 2000, ont utilisé le misoprostol contre plus de 1400 qui ont ramené le misoprostol qui n'a pas été utilisé. Et celles qui n'ont pas ramené, nous avons quand même un nombre élevé, peut-être pas trop, mais plus près de 12% qui n'ont pas ramené le misoprostol. Ce qui constitue un élément qu'il faut signaler parce qu'il faut cette nécessité de continuer la sensibilisation puisque à chaque fois que le misoprostol n'est pas utilisé, il doit être ramené au niveau de la formation sanitaire ou quand la femme accouche à domicile, elle doit revenir pour qu'on sache si elle a utilisé ça ou pas au niveau des formations sanitaires en particulier, et ça peut lui permettre aussi de poursuivre le suivi postnatal pour elle et pour son enfant. Diapo. Next slide, please. Quelles sont les leçons apprises? Nous avons appris que l'implication des acteurs, en particulier le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, qui a été faite à différents niveaux de la pyramide sanitaire, en particulier le niveau central, à travers la direction de santé de la mère et de l'enfant, le niveau régional, à travers donc les deux directions de santé, de santé publique, de la population et des affaires sociales au niveau des régions, mais également l'implication active des équipes cadres des districts à faciliter la mise en œuvre de la distribution ou de la reprise de la distribution du misoprostol pour usage à domicile. Donc, l'absence des données sur le misoprostol dans le DHS2 vraiment constitue un impact négatif sur la complétude et la promptitude des données.
parce qu'il s'agit donc d'une charge de travail supplémentaire pour les agents de santé pour collecter ces informations, alors que s'ils étaient dans le DHS2, on va juste les extraire et pouvoir les utiliser. Ça rend difficile le suivi et la distribution, mais également l'utilisation du misoprostol dans la communauté. Le plaidoyer à différents niveaux et l'implication active des acteurs, notamment donc les partenaires de mise en œuvre de l'USAID, donc le CHISU, le Country Health Information System and Data Use, ont facilité l'obtention donc de l'accord de principe après discussion avec la direction des statistiques au niveau central pour l'intégration des nouvelles données dans le DHS2. Mais bien sûr, cela doit prendre en considération l'adaptation de ces outils, mais également leur intégration au cours de la prochaine phase de révision des données, parce que les données, vu la charge de travail que cela implique, nécessitent de prendre du temps pour faire les révisions, et nous espérons les révisions dans la prochaine ou les prochaines années à venir. Le plaidoyer, donc, à différents niveaux, je disais, donc, à faciliter cette acceptation, puisqu'il s'agit des rencontres qu'on a fait à plusieurs niveaux, avec d'abord le CHISU, mais également avec la direction statistique pour plaider pour cette intégration des données, en particulier et les indicateurs du misoprostol dans le DHS2. Donc, il faut noter que la fermeture des frontières, en particulier avec le coup d'État qui a eu lieu le 26 juillet 2023 a eu des effets négatifs sur la disponibilité des produits dans les établissements de santé, et cela n'a pas occulté le misoprostol qui a entraîné vraiment qui a eu une baisse drastique, une rupture drastique dans les formations sanitaires, et cela a entraîné une baisse de distribution de ces produits dans toutes les formations sanitaires, en particulier dans les formations sanitaires que MIHR suit. Next diapo, please. Next slide. Donc, next slide, please. Ici, nous avons essayé de retracer un peu une courbe qui montre vraiment qu'au démarrage de cette activité en avril 2023, que la tendance de distribution était relativement très faible. Et nous avons observé une pique de distribution pendant les 6 mois de disponibilité des entrants. Et donc, aussitôt après, avec la difficulté de distribution, on a remarqué une baisse de la tendance de distribution, et cette baisse continue du fait de la non-disponibilité jusque-là du misoprostol dans beaucoup de formations sanitaires. Nous avons entrepris donc un plaidoyer, et nous sommes en train d'avoir des redéploiements des autres régions du misoprostol pour que ça puisse être utilisé dans les formations sanitaires. Ici, c'est vraiment pour montrer l'impact que les fermetures de frontières et l'absence de l'introduction des produits dans les différents districts à travers donc la fermeture a entraîné au niveau donc de la distribution du misoprostol. Next diapo, please. Next slide, please. Les défis, c'est la disponibilité du misoprostol. Je disais tantôt, ce qui ne constituait pas un problème en début de cette activité a été par la suite le vrai boulot d'étranglement de la mise en œuvre de cette activité, notamment avec la rupture du stock qu'on a observé 6 à 7 mois après le coup d'État. Les indicateurs donc de suivi de la distribution du misoprostol ne sont pas disponibles dans la plateforme DHS2. En particulier, donc, la saisie régulière des indicateurs relatifs au misoprostol permettrait aux parties prenantes d'y accéder facilement et d'assurer un suivi régulier de son utilisation correcte. D'où donc cette approche de plaidoyer que nous avons entamée. La collecte des données par les points focaux des districts dans le cadre d'indicateurs pour les prestataires recensés, le processus donc est inconsistant et long, ce qui rend l'obtention des données complètes difficile pour avoir les données à jour. Donc, au niveau institutionnel, les outils de sensibilisation doivent être mis à jour, et le matériel de formation destiné aux agents de santé est en cours d'actualisation. Donc, ce processus a été finalisé il y a quelques semaines avec
la mise à jour donc, de modules de formation une seconde fois et qui prend en compte les outils de sensibilisation. Momentum Integrated Health Resilience a financé, a appuyé donc la direction de santé de la mère et de l'enfant il y a quelques jours à mettre en place des algorithmes et des outils de sensibilisation plus poussés donc, pour être mis à disposition pour continuer vraiment ce processus de distribution du misoprostol au niveau communautaire. Ces outils sont en train d'être encore disséminés. Ces outils revus, je disais, sont en train d'être disséminés au niveau des différentes formations sanitaires. Next slide, please. Quelle est l'approche qui a été utilisée par MHR pour l'intégration donc des données dans le DHS2? D'abord, nous avons engagé des discussions avec les différents districts sanitaires pour plaidoyer et réunions avec les DRSP pour montrer donc l'ampleur et la nécessité d'avoir des hétérotoniques, y compris le misoprostol. Il s'agit donc de prendre le taureau par le cornes et commencer par les bases pour qu'ils comprennent l'intérêt et qu'ils suscitent cette adhésion dès le début. De recueillir leur avis sur la procédure pour assurer la collecte des données, recueillir leurs recommandations et engager des discussions avec les différents partenaires, notamment des rencontres continues avec les implementing partenaires, en particulier avec Shishu pour parler d'une seule voix et avoir donc une phase de discussion commune, faire un seul langage pour recueillir donc l'avis des uns et des autres avant d'engager le processus et se conformer à la procédure à suivre pour avoir les données dans le DHS2. Et mise à jour de la liste des indicateurs, nous avons discuté des différents indicateurs pour la mise à jour, en particulier l'intégration donc du misoprostol et à partager avec les différents districts pour que ces indicateurs soient pris en compte dans le DHS2. Et donc, le suivi de l'intégration, de la mise en œuvre, l'intégration des données de misoprostol dans le DHS2. Next slide, please. Next slide. Donc, quels sont les résultats de ces différentes discussions et rencontres? Il s'agit de démontrer que la collecte de données n'est pas très efficace dans les formations sanitaires en dehors du DHS2, qui constitue vraiment l'outil principal de collecte de données du ministère de la Santé. De recueillir leurs avis sur la procédure à suivre pour assurer la collecte de données de façon générale et comprendre pourquoi la collecte n'est pas efficace. Et l'une des raisons vraiment qui était ressortie dans les discussions était l'absence des données dans le DHS2. Et recueillir bien sûr les recommandations des différentes DRSP, dont la principale est de discuter avec les districts sanitaires pour s'assurer que les données sont prises en compte dans le DHS2 et susciter leur engagement dans la prévention et la gestion des hémorragies du postpartum. Donc, avec l'implementing partner, donc le USAID, Country Health Information System and Data Use, c'est de compiler donc une liste d'indicateurs à intégrer dans le DHS2, y compris le misoprostol, de décider d'un seul interlocuteur pour discuter de la question de l'intégration des données. Parce que, comme vous savez, c'est un processus non seulement lent, méticuleux, mais également c'est un processus qui, s'il y a plusieurs données à intégrer, on ne peut pas prendre en charge tout le monde dans les avis ou les requêtes de tout le monde de l'intégration de données. Donc, on fait d'une seule voix et comme ça, l'intégration ou l'acceptation par le ministère va être plus facile, ce qui a permis d'aboutir avec les rencontres avec les directions des statistiques d'un accord de principe sur les prochaines révisions pour pouvoir intégrer ces aspects dans le DHS2. Next slide, please. Donc, quels sont les indicateurs discutés? Notamment, c'est le nombre de femmes enceintes qui ont pris connaissance de l'utilisation du misoprostol lors de l'accouchement à domicile. Ces informations existent déjà dans les outils de sensibilisation du ministère de la Santé de façon générale, les outils HART, parce qu'il y a une page dans le summary, donc le résumé des sensibilisations où on retrace les différents thèmes qui ont été développés au profit des bénéficiaires dans le cadre des sensibilisations. Donc, le nombre de comprimés de misoprostol qui ont été distribués par mois, mais également le nombre de femmes enceintes qui ont reçu le misoprostol et le nombre de femmes qui ont accouché à domicile et qui ont utilisé du misoprostol.
Bien sûr, il est bien vrai qu'on doit savoir les femmes qui ont utilisé, mais il faut savoir aussi les femmes qui ont accouché au niveau des formations sanitaires et qui ont retourné le misoprostol, ce qui permet de faire un rapprochement pour voir le gap des femmes qui ont accouché à domicile et qui n'ont pas à ramener le misoprostol au niveau de la formation sanitaire lors de suivi post-mortem. Ces indicateurs, next slide please. Ces indicateurs ont été discutés à travers donc le tools de l'OMS où on avait décrit donc les différents indicateurs avec les numérateurs, les sources de vérification, mais également le dénominateur. Donc, et vous avez donc, par rapport au nombre de femmes qui ont été sensibilisées, c'est de voir parmi les femmes qui ont bénéficié des CPN 4, combien ont été sensibilisées. Donc, le numérateur va être les femmes qui ont été sensibilisées et le dénominateur, le nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié, le nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié d'une CPN 3. Donc, les sources de vérification, c'est les fiches de synthèse des rapports d'information, éducation et communication des formations sanitaires et également les cahiers de suivi des CSI pour les distributions de misoprostol. Donc, le nombre de comprimés de misoprostol distribués est par mois et le nombre de femmes enceintes ayant reçu le misoprostol pour la prévention de l'hémorragie du postpartum, où on peut trouver les données, donc les sources de vérification dans les registres des CPN et également les cahiers de suivi et mise à disposition des formations sanitaires. Et également les femmes enceintes qui ont accouché à domicile et qui ont utilisé le misoprostol. Donc, c'est le nombre de femmes ayant accouché à domicile comme numérateur et le nombre de femmes ayant accouché à domicile et qui ont utilisé le misoprostol. Donc, cela nous permettra d'avoir un taux pour voir combien de femmes qui ont accouché, parmi les femmes qui ont accouché à domicile, quel est le pourcentage de celles qui ont réellement utilisé le misoprostol pour voir le taux d'adhérence par rapport à l'utilisation de ce produit. Également, c'est des fiches de suivi des relais communautaires et également des fiches de suivi des CSI qui peuvent nous permettre de vérifier ces informations. Et également, le nombre de femmes qui ont accouché et n'ayant pas ramené le misoprostol. Donc, à travers donc, les formations des relais communautaires et le tracking tools qui a été soumis aux relais communautaires, ça permet donc de voir d'abord les femmes qui ont été recensées, toutes les femmes qui ont été recensées et celles qui ont réellement reçu le misoprostol. Donc, voilà de façon ramasser. Next slide, please. C'est que nous voudrons partager avec l'audience par rapport donc à l'utilisation du misoprostol et le plaidoyer que MIT Momentum Integrated Health Resilience avait engagé pour la mise en place et l'intégration donc de cet indicateur dans le DHS2. Merci. Next slide, please. C'est la fin. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir. Merci beaucoup de cette présentation brillante. Beaucoup d'informations très riches nous ont été communautées. Nous avons bien sûr un certain nombre de questions dans l'option Q&A et dans la boîte de dialogue. Et je crois que l'une à laquelle il faut répondre et que je voudrais vous poser déjà, un participant a parlé de la charge qui résulte du fait d'ajouter de plus en plus d'indicateurs dans le système d'information et aussi le fait qu'on puisse vouloir tout mesurer, trop mesurer. Est-ce que cela n'ajoute pas trop de charge de travail au point que le ministère de la Santé, les institutions soient vraiment au taquet d'une certaine façon? Et donc, comment faire en sorte qu'il y ait une juste mesure des choses? Donc, quel est votre point de vue, par exemple, du côté des ministres de la Santé pour décider des indicateurs à inclure, à suivre et lesquels peut-être abandonner? Quel est votre point de vue là-dessus? Merci beaucoup. Je pense que j'avais déjà signalé cette question de on ne peut pas prendre en compte les requêtes de tout le monde, en particulier quand il s'agit des données. Mais ce que nous devrons savoir,
le poids de l'hémorragie du postpartum dans le contexte nigérien, le poids de l'accouchement à domicile dans le contexte nigérien et quelle est la plus-value, qu'est-ce que cela pourrait apporter en termes de données, d'avoir ces informations et ce que ça peut susciter comme engagement au niveau des formations sanitaires quand ils savent que on peut prévenir l'hémorragie du postpartum avec du misoprostol et que la communauté sache qu'on peut l'utiliser pour la prévention au niveau quand on fait l'accouchement à domicile. Je pense que, à mon avis, il s'agit de faire la balance, la value par monnaie de ce que cela pourrait apporter en termes de morbidité évitée et mortalité évitée. Nous n'avons pas fait d'études formelles pour le matérialiser, mais nous savons que vu le poids des hémorragies du postpartum dans le contexte nigérien et le taux d'accouchement à domicile, cela pourrait avoir un impact fort sur le système de santé nigérien. Et donc, c'est pour ça que les discussions étaient vraiment très poussées avec la direction des statistiques pour voir ce qui pourrait être pris en considération, en particulier dans ce cadre. Au revoir. Très bien, merci. Autre question sur... Je crois qu'on parle des ressources ici à partager. Une étude de base conduite avant l'introduction du misoprostol qui a été menée et ensuite un rapport a été publié. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Merci beaucoup. Je ne dirais pas une étude à notre niveau. Par contre, nous avons fait une analyse des formations sanitaires pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont les différents boosters et les facteurs limitant l'utilisation du misoprostol au niveau donc des formations sanitaires. Et ceci a fait l'objet d'une présentation qu'on avait suivie avec les différents collègues pour mieux comprendre quels sont les différents indicateurs et ce que cela comportait comme risque par rapport à l'utilisation, ce que cela pourrait constituer comme frein par rapport à l'utilisation de l'hémorragie du postpartum. Oui, il y avait une analyse initiale qui avait été faite. Merci. Merci. Autre question? Quelles sont les interventions utilisées pour accroître la sensibilisation et l'utilisation correcte du misoprostol par les mères? Et si vous avez des outils peut-être utilisés ou des techniques utilisées pour cela. On ne vous entend pas. Votre micro est éteint. Sorry. Donc, je disais que j'avais parlé un peu plus haut sur les lead measures. Et également, en dehors des lead measures, il y a d'autres approches que nous utilisons avec les relais communautaires, surtout par rapport à la sensibilisation. Pair à pair, des visites à domicile qu'ils font. Et nous avons également d'autres approches en dehors des lead measures. Le lead measure, c'est une approche de care group qui est une stratégie nationale du ministère de la Santé qu'on appelle donc les groupes de soutien à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Nous avons un peu plus de 2000 lead measures qui ont des groupes de soutien de 10 à 15 personnes en fonction donc des sites qu'ils appuient et au cours des sensibilisations, qui sont des femmes enceintes et allaitantes et à qui ils font des sensibilisations continues. Et également, nous avons une approche qu'on appuie à travers donc, le paquet promotionnel et préventif du ministère de la Santé, à travers donc l'approche First Time Parent, qui est l'approche parent pour la première fois, qui intègre les activités de sensibilisation, y compris l'utilisation du misoprostol. Et bien sûr, nous appuyons un peu plus de 250 relais communautaires
qui font des activités de sensibilisation avec des visites à domicile dans les différentes formations sanitaires. Ces relais communautaires ont suivi au cours de leur formation dans le cadre donc du module intégré et la prise en charge, mais également la prévention de tous les aspects, la prise en charge pour les maladies courantes, notamment la diarrhée, les infections respiratoires et le paludisme, mais également la composante du paquet professionnel et préventif qui intègre donc des différentes sensibilisations, y compris la sensibilisation sur l'utilisation du misoprostol. Donc voilà de façon ramassée ce que je dirais par rapport à cette question sur les approches et les outils utilisés sur la prévention de HPP. Au revoir. Merci. Une autre question est posée. Alors, ces outils, quelle fréquence, selon quelle fréquence sont-ils revus au Niger selon la durée des projets? Et une question de suivi. Sur les indicateurs concernant les données de routine. Peut-être la première partie. Je ne suis pas sûr, Emily, if I understand the question. La durée du projet et la question, est-ce que les indicateurs du ministère de la Santé sont dans le catalogue? Je suppose que cela se réfère au misoprostol. Je ne peux pas traduire mieux cette question, j'en suis désolée. OK, merci beaucoup. En fait, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la distribution du misoprostol dans le registre de suivi et des relais, dans le registre de suivi des femmes enceintes au cours des CPN, il y a la distribution du misoprostol. Donc, ça veut dire que la source initiale, il y en a dans les documents du ministère de la Santé. Par contre, c'est dans le DHS2 que l'élément ne figurait pas. C'est ça la première question. L'idée pour nous, c'est que au moins c'est l'information qui est dans les registres de suivi des. Cela permet de savoir quelle est l'ampleur de la distribution et de l'utilisation du misoprostol dans les formations sanitaires et pour l'usage à domicile. C'est quelque chose qui existe déjà dans les registres initiaux des relais des consultations prénatales. C'est surtout au niveau de DHS2 que l'élément ne figurait pas. Je pense que c'est la réponse que je pouvais donner par rapport à la question. Merci. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que c'est parfait. Merci. Dernière question sur le rôle du secteur privé dans la prestation ou la fourniture de données concernant le misoprostol. À votre avis, selon votre expérience, est-ce que vous travaillez avec le secteur privé dans une certaine mesure et que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Bon, de par mon expérience, le secteur privé au Niger, de façon générale, a vraiment des difficultés dans la traduction et la mise à disposition des données en particulier. Et nous n'avons pas travaillé avec le secteur privé au début, mais tout récemment, nous avons entamé un processus d'activité avec le secteur privé, mais qui focus sur la planification familiale. C'est un processus qui est encore au stade
de début, qui n'a pas totalement finalisé, mais c'est vraiment en cours. Et nous espérons que cela va améliorer les données. Et pas que MHR, il y a Momentum Private Health Delivery qui fait aussi des activités avec les formations sanitaires. Et nous espérons que ça va améliorer les données au niveau des formations, au niveau de reporting, au niveau des formations sanitaires. Mais vraiment, ça constitue un vrai challenge. Ça, je le reconnais. Merci. Merci, parfait. Je prends que cela conclut notre session ou séance de questions et réponses. Merci de toutes vos questions. On fera de toute façon un passage en revue de toutes vos questions inscrites dans le chat ou dans la fonctionnalité. Et je repasse la parole à Zach. Merci. Je ne me reste qu'à remercier Barbara et Docteur du Niger pour nous avoir vraiment présenté les choses de façon très claire et très fournie, très dense. Je crois que c'était une séance très intéressante et aussi grâce aux questions qui ont été posées. Donc, avant de terminer, de conclure, je voudrais rappeler à tout le monde qu'il s'agit de la première séance d'une série de 5 webinaires qui auront lieu tout au long du mois une autre mois d'août et au mois de septembre. La prochaine aura lieu le 13 août, à peu près à la même heure, le matin, ici, pour l'heure d'été de la côte Est. Et nous parlerons de la qualité des données. Diapo suivante. Et donc, c'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui et je crois que nous pouvons refermer cette séance. Merci à tous les participants et toutes les participantes. Au revoir.